Il est l'heure de se concentrer sur justement le sujet d'aujourd'hui qui concerne le football. Le football et son impact sur nous, son impact sur le moral. Il se dit que le football ça rassemble, il se dit que le football c'est bon pour le moral. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va tout de suite éclaircir la question avec Ishraq Laoud, elle est psychologue à Casablanca et notre invitée sur Chaîne Inter. إشراق لاود, merci d'être parmi nous sur Chaîne Inter. مرحبا بك معنا. Merci à vous, c'est Hicham. Je précise juste que pour l'instant, mon cabinet est situé à Rabat et non à Casablanca. Donc à Rabat et pas à Casablanca, voilà. Donc attention, voilà. Donc pas encore. Ah d'accord, voilà. Donc ne confondons pas vitesse et précipitation, les amis. Hein. Donc bon. Toujours à Rabat. En tout cas, merci vraiment d'être parmi nous. Et c'est un sujet d'actualité, le football. Déjà, j'ai envie de poser la question, est-ce que vous-même, vous êtes fan de football? Est-ce que vous regardez les matchs quand l'équipe nationale joue? Ça m'arrive, pas systématiquement, pas mais systématiquement, voilà. Ça m'est beaucoup arrivé et ça m'arrive encore, mais pas systématiquement, notamment par rapport à certains changements qu'a subi ce sport. Ouais. Mais oui, c'est des grands moments quand l'équipe nationale ça, en fait, est en compétition. Oui, c'est un grand moment qui motive effectivement le partage. Voilà, c'est le côté patriote, là. On s'en fiche d'être fan de foot ou pas du tout. Quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est clair qu'on se sent concerné. On se sent concerné. Et on dit que justement le football, c'est bon pour le moral et que ça a un impact justement sur le moral de tout un peuple. Vous dites quoi là-dessus, Ishraq Laoud? Alors, ce que je peux dire, d'abord, je vous remercie. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire pour cette occasion, parce que ça me permet de féliciter le peuple marocain et l'équipe nationale pour sa réalisation, et puis d'exprimer aussi mon soutien à Sergragui après qu'on a entendu. Peut-être, il faudra, pour répondre à votre question, préciser 2-3 petits points, à savoir que ce jeu sportif collectif qui est le football, on pourrait le ranger dans un premier temps dans la même case que un festival de musique ou un moussem. Sauf qu'il y a quand même un grand mais quand il s'agit du football, le premier sport collectif de balle au monde, c'est qu'il s'agit quand même d'une compétition. Lors de laquelle on attend un résultat qui va permettre à quelqu'un de se sentir le meilleur face à quelqu'un d'autre, une équipe face à notre équipe. Premier point. Deuxième point, il faudrait raisonner cela en termes d'individu et groupe. Nous avons un individu qui est engagé par son sentiment et ses relations, vous venez de le dire, avec une équipe. Et donc là, on arrive à l'idée d'un individu face à un groupe qui va nous rattacher à l'élément identité. Là où il y a. Deuxième point. Troisième point, c'est quand on parle des jeux collectifs, notamment le sport, avec toute son histoire, sa tradition, eh bien, dès qu'on imagine la scène d'un match de football, il y a une idée très importante qu'il ne faut pas négliger, c'est celle de la foule. Voilà. La foule qui n'est pas le groupe. Et donc, à partir de là, à partir de ces éléments-là, c'est-à-dire un moment de partage social, un moment qu'il y a un individu, un groupe, et qui relance par là le sentiment d'identité, c'est-à-dire je vais me voir à travers la réalisation de cette équipe. Et à partir du moment où je vais me retrouver impliquée c'est-à-dire physiquement. Aujourd'hui, on peut se passer de cette histoire de présence physique parce qu'il y a les réseaux sociaux qui font office de cette présence physique de la foule. Eh bien, nous allons être concernés par des mouvements qui ont été répertoriés, identifiés par des chercheurs comme étant liés à la dynamique de la foule. Alors, vous avez des éléments très constants comme
cette expression que j'apprécie beaucoup, c'est un Français qui s'appelle Gustave Le Bon qui avait identifié ça, mais on a parmi un des génies du monde, Sigmund Freud, qui avait commenté le travail de Gustave Le Bon sur la question des fous, de la psychologie collective, et il précise comment l'individu, en présence de la foule, il met de côté, d'une certaine façon, toutes ces caractéristiques individuelles, c'est-à-dire quelle que soit votre couleur, votre façon de vous habiller, votre caractère, votre origine, etc. Et il s'insère dans ce qu'on peut appeler une âme collective. C'est-à-dire la foule, à partir de là, elle développe une âme collective. Et c'est de ce fait qu'on observe les foules se comporter d'une manière plus ou moins, certains l'appellent stupide, mais scientifiquement, ces deux personnes-là ont mis en avant le caractère de l'irresponsabilité, de l'anonymat de la foule. C'est vrai qu'on remarque ça même chez, excusez-moi vraiment, parce que c'est vrai qu'on remarque ça même chez les jeunes. Donc, un adolescent, quand il est en groupe, n'est pas le même que quand il est tout seul. Voilà, c'est tout à fait ça ce que j'étais en train de Il devient un vrai lion quand il est en groupe et un petit toutou quand il est tout seul. Et c'est vrai. C'est cela, c'est bien répertorié que la foule, elle peut procurer du courage aux individus, à l'individu. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut effectivement manifester un comportement dont il serait incapable de réaliser tout seul. La foule, à partir de cette histoire de l'âme collective, donc elle est irresponsable, elle est anonyme, et à partir de là, donc les individus peuvent se permettre une libération des émotions de manière effrénée. Et un autre phénomène qui est très important, c'est la question de la contagion mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que la foule ne raisonne pas, ça ne sert à rien d'expliquer avec des arguments scientifiques ou rationnels solides. La foule, elle agit beaucoup avec l'émotion. C'est ça. Et donc, à partir de là, quand le match de football, voilà, comme ce que nous vivons actuellement au Maroc, ce que nous avions vécu à la Coupe du Monde au Qatar, quand le résultat permet de me sentir le meilleur face à l'autre, eh bien, effectivement, ça entraîne un sentiment d'euphorie, un sentiment de joie qui va permettre de développer davantage ce qu'on appelle les facettes supérieures. Pour moi, je les range comme ça, les facettes supérieures de l'identité. C'est-à-dire que les performances de cette équipe vont vraiment influencer le moral collectif de cette communauté, en fait. Ça va participer à cela, bien évidemment. Et c'est pour cela que la responsabilité, malheureusement pour eux, mais heureusement aussi pour nous, des joueurs et de l'entraîneur d'une équipe de football est très grande, dans le sens où ce sont des modèles. Pas uniquement pour les spectateurs présents dans le stade, mais ça pourrait être le cas pour les jeunes de toute une nation. Et donc, ce n'est pas toujours rien quand un joueur se comporte mal. Ce n'est pas toujours, ça ne passe pas inaperçu en tout cas, et ça laissera forcément des traces dans l'esprit de certains jeunes. Donc effectivement, voilà, je suis d'accord avec vous que ce sont des moments qui vont consolider un groupe et qui vont bien évidemment traîner de la joie, de l'euphorie. L'autre facette, vous pouvez vous-même la déduire, chers auditeurs, c'est que on peut s'attendre aussi à la partie inverse quand le résultat n'est pas bon. Absolument, donc, parce qu'il y a succès et il y a aussi échec, voilà. Voilà, nous allons avoir un sentiment de frustration, de mécontentement. Et dans les stades assez connus, les spectateurs peuvent se retourner carrément contre leurs équipes pour exprimer leur mécontentement. Justement, là, c'est un point très important parce que on a l'impression que le succès ou l'échec, bon, on parle d'euphorie, de communauté, de groupe, etc. Mais le succès ou l'échec, finalement, de cette équipe, on peut dire que ça affecte, en fait, la personne sur le plan émotionnel, mais individuellement. Là on parle, voilà, donc d'un impact individuel.
Eh bien, parce qu'il y a un retour à la case de départ, c'est-à-dire que j'étais toute seule avant de rejoindre le groupe. Vous étiez seul avant de rejoindre le groupe, et donc l'échec, le mauvais résultat lors de la compétition, eh bien, il sera suivi par ce retour à votre situation d'individu. Voilà, et donc, c'est à partir de là où on peut rencontrer, voilà, ce que vous étiez en train de dire. Mais reste que, quand même, la fonction principale de ce genre d'événement, elle concerne beaucoup plus les groupes que les individus. Voilà, donc c'est surtout, voilà, et on va voir bien sûr quand c'est positif, c'est quand même un petit moment d'évasion pour tout le monde. Voilà, donc c'est un petit moment d'évasion. C'est comme pendant la Coupe du Monde, on avait envie que vraiment donc ça dure encore plus longtemps, tellement l'ambiance était différente, tellement on était dans notre bulle finalement. Il y a quelque chose peut-être de spécifique à souligner pour la dernière Coupe du Monde et éventuellement pour la CAN. Ça a été un événement qui a fait suite à des années de confinement. C'est ça. Donc voilà, il y avait quand même... le ouf de soulagement. Ouais. Voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose de cela. Et puis cette CAN, ce qui a attiré mon attention, mais elle fait suite quand même à ce qui s'est passé au Qatar, c'est qu'on a, on a une mise en scène de la façon avec laquelle chacun aime bien jouir, de la jouissance, comme on dit dans notre jargon, qui est le mut'a, mais quand je dis le mut'a, c'est-à-dire comment chacun engage sa langue et son corps. Donc, ça m'est arrivé comme ça, en zappant, de voir quelques images. Voilà celui qui a demandé en mariage sa bien-aimée sur les gradins. L'autre, voilà, il vient tout nu. L'autre, il a écrit je ne sais plus quoi sur son torse, etc. Donc, je pense que vous avez eu l'occasion de visualiser ce genre d'image. Et donc, ça devient l'occasion, voilà, d'exposer comment chacun, à lui seul, il a tout un système de jouissance qu'il expose aux autres. Donc, de ce côté-là, oui, il y a comme ça un mouvement libératoire qu'il ne faut pas négliger. Est-ce qu'on peut parler de différents, justement, de réactions, de comportements entre un supporter passionné et ceux qui ne suivent pas réellement le sport, mais occasionnellement donc, il y a vraiment... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence aussi d'impact et de réaction? Est-ce que vous aurez un pourquoi à votre question? Qu'est-ce qui la motive? Je vous dirai pourquoi je vous demande ça. Qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'il y a une différence entre les deux? Franchement, je dis que oui. Entre un passionné et quelqu'un donc qui suit l'événement occasionnellement parce qu'il s'agit de l'équipe nationale. Comme pour revenir à votre cas, vous n'êtes pas vraiment fan de football, mais quand il s'agit de l'équipe nationale, là, vous vous sentez concerné. Et donc, il y en a aussi qui sont concernés parce qu'ils sont marocains, mais qui sont d'abord super passionnés par le foot. Donc là, est-ce que l'impact va vraiment être différent sur les deux personnes? L'impact, oui, du moment où vous êtes engagé émotionnellement et peut-être, je dirais, intellectuellement, où c'est une question pour vous. Alors, si vous me dites quelqu'un de passionné, nous pouvons penser qu'il s'agit de quelqu'un de connaisseur, de pratiquant, qui joue aussi au foot sans qu'il soit forcément professionnel, et quelqu'un qui est passionné, voilà, par l'activité en tant que telle, mais comme spectateur. La différence serait de l'ordre de ce que je pourrais satisfaire comme pulsion. Alors pour le premier cas, donc il y a une question de connaissance, c'est-à-dire peut-être c'est la passion, peut-être c'est au-delà du loisir, il y a une passion à cultiver.
et qui soutient pour nous ce qu'on appelle le désir, c'est-à-dire pousser encore un petit peu plus, cette personne aurait pu être professionnelle, ou il y a un passé qui était lié à ça, par exemple des personnes qui ont échoué le parcours professionnel pour des raisons X et qui ont gardé comme ça une passion pour le foot. Oui, peut-être nous les verrons beaucoup plus frustrés quand il s'agit d'un résultat négatif, beaucoup plus enthousiastes, engagés. Ils vont voyager avec l'équipe, ils vont être engagés dans des associations de supporters, etc. Ce n'est pas le cas de quelqu'un qui va utiliser cette carte, de ce qu'on utilisait, c'est-à-dire être sur le penchant d'une identité affective et relationnelle. Parce que pour un passionné, ça peut aller très très loin, ça peut dégénérer, ça peut impacter même l'ambiance au sein de la famille, à la maison, etc. etc. Donc là, ça devient un petit peu grave, entre guillemets. Oui, c'est quand il y a un investissement total de cette activité qui pourrait couper la personne effectivement une partie de son quotidien. Voilà. Et là, ce que je souhaite souligner par rapport à cette différence, c'est que je continuerai à la raisonner en termes d'identité. Et l'identité, c'est le sentiment le plus profond, si vous voulez, qui me permet de dire je suis le même, je suis la même là où je vais. Avec un ensemble de valeurs liées à une certaine culture qui pourrait être celle d'un pays ou d'un autre, ou une culture universelle. Et sauf que c'est une identité qui est composée d'un ensemble de strates. C'est-à-dire, c'est pas une donnée comme ça totalisante, vous êtes soit, en tout cas pour moi. Et donc à partir de là, on pourrait la décomposer en termes d'identité personnelle, identité sociale, identité professionnelle, cultuelle, si on parle de religion, etc. Et donc, pour moi, le passionné, il a plus de cases cochées en termes de son identité par rapport à cette activité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, très très bien, très très bien. Et pour revenir justement à la question initiale, donc qui concerne le groupe et justement donc la communauté, donc on peut dire vraiment donc le foot peut quand même fonctionner comme un petit catalyseur quand même, hein, donc à la cohésion sociale finalement. Vraiment, donc, et le sentiment d'appartenance. Voilà, c'est le sentiment d'appartenance. Voilà, j'allais arriver à cela justement, puisque la question de l'identité, elle ne peut pas être pensée indépendamment de la question de l'appartenance, de l'intimité. Et sauf que là, il faudra quand même ouvrir une grande parenthèse, parce que la dérive se présente à nous rapidement. Montani ou la Montani, c'est-à-dire il y a quand même des éléments à nuancer. Je vais donner pour exemple une belle photo sur laquelle je suis tombée hier. Je ne vais pas nommer le joueur ni le numéro de son poste, mais Darija, c'était marqué. Bon, sûrement beaucoup d'auditeurs vont reconnaître la photo. Pour moi, hyper intéressant. C'était marqué ما كيعرف يهضر بالدارجة ما حافظ النشيد الوطني ملي كيلبس داك المايو بهاد العبارة ريتو يحطها معاك. Vous vous rendez compte? Ouais. Vous vous rendez compte? J'ai fait exprès de ne pas. Je vois même le joueur. Alors moi je le salue, je le félicite. Et c'est ça qui est génial. À travers cette photo, j'aimerais bien dire aux auditeurs, soyez vigilants pour ne pas juger l'intimité ou adam l'intimité de quelqu'un, pour ne pas juger le patriotisme de quelqu'un. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les facettes supérieures de l'identité. C'est très important, bien sûr, Nashid Louatani. Mais voilà quelqu'un qui n'a pas grandi au Maroc. Ouais, ça ne fait pas de lui moins patriote, exactement. D'accord. Moi, j'ai vécu... Il peut même l'être beaucoup plus que quelqu'un qui connaît l'hymne national. Par exemple. Alors, vous vous rendez compte, c'est-à-dire il engage sa vie. C'est triple, voilà. C'est triple. Voilà, il engage sa vie. Il n'y a pas plus que ça comme expression d'un sentiment d'appartenance.
quoi qu'il soit, passager, éphémère, etc. En tout cas, la personne, elle est là, elle s'est engagée et c'est ce qui compte. Très bel exemple, vraiment. Donc, Ishaq Laoud, vraiment très bel exemple parce que ça résume l'esprit. J'ai envie, avant pour finir justement cet échange avec vous, de passer un petit cas pratique, Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un cas pareil. Imaginez, je ne sais pas comment, est-ce qu'un psychologue va vraiment contribuer à atténuer les effets négatifs du football sur le moral, vraiment d'un passionné. Est-ce que vous avez déjà eu droit donc à un cas pareil, donc quelqu'un qui est vraiment démoralisé après que son équipe ou l'équipe nationale donc n'ait pas n'ait pas été à la hauteur de ses attentes? Est-ce que ça peut arriver? Et si si ça arrive, comment on va fonctionner pour atténuer, pour arranger les choses pour une personne pareille? Écoutez, c'est Hicham, il y a deux choses que votre question m'évoque. C'est l'actualité de ce qu'on appelle les addictions positives. Ça pourrait être un sport, ça pourrait être une danse, ça pourrait être un type spécifique de lecture, vous voyez ce que je veux dire. Pour passer à autre chose. Voilà, donc ça, d'une part, oui, positive, mais quand cela commence à couper la personne, comme je l'ai mentionné, de son quotidien, à perturber ses liens au groupe, à influencer négativement son travail, je me pose la question si on pourrait continuer à l'appeler addiction positive. Deuxième chose, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure en rappelant l'idée d'El-Hawiya, l'identité, comment elle peut s'accrocher comme ça à une distinction. Parce que la distinction, il y a la distinction et la compétence qui font partie d'un package, moi je l'appelle comme ça, de l'identité. D'accord? C'est-à-dire la Hawiya dialek, c'est pas que vous êtes journaliste, mais vous êtes un parmi les meilleurs journalistes, par exemple, du Maroc. Vous êtes, je dis peut-être des bêtises, mais voilà, vous êtes un homme engagé dans un tel parti politique, etc. Vous voyez? Donc c'est tout un package. Alors, quand une personne elle investit une partie de ce package de manière démesurée, eh bien, ça relance une autre question en psychopathologie qui pourrait être travaillée. Alors, la psychologie du sport, que ce soit du côté des spectateurs, du côté des joueurs, des entraîneurs, maintenant est très, très développée. Oui, il y a beaucoup de psychologues qui font ce genre de travail. Voilà. Donc, mais on espère justement ne pas en arriver là parce qu'il faut quand même faire en sorte de garder justement ce sport et cet événement donc comme un petit moment d'évasion et non pas tomber dans l'extrême, voilà tout simplement, pour ne pas tomber dans le piège. Dans le piège. Ouais. Après, vous avez des addictions positives qui permettent au contraire d'adoucir le quotidien. Voilà. Et de relancer un mieux-être avec les autres. Et donc, il faudrait nuancer, savoir et pouvoir nuancer les choses. Voilà, merci vraiment. Donc, Ishraq Laoud, je rappelle, un psychologue à Rabat. Voilà. Et pas à Casablanca. Pas encore, voilà, tout simplement, je le précise. Et merci vraiment d'avoir éclairé la lanterne de tout le monde. Et je suis sûr que le message est reçu 5 sur 5 par ceux qui tombent dans les extrêmes. Voilà, donc il faut quand même essayer d'équilibrer la balance. C'est très important. C'est très important. Encourager bien sûr son équipe nationale, mais ne pas être radical. Ça, il faut le garder en tête. Et Ishraq Laoud, merci énormément d'avoir été avec nous sur Chaîne Inter. Et je vous dis à très très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.